Donc, je vous encourage, vous savez, à faire des études supérieures parce que un diplôme là, de deuxième et troisième cycle, c'est une garantie meilleure que si on arrête au premier cycle pour un emploi, un meilleur emploi, un emploi rémunérateur, de plus grandes possibilités dans le monde de l'enseignement, par exemple. Et justement, venons-y, parlons des carrières en droit international. Et commençons par l'enseignement et la pratique. Bien sûr, il y a peu d'élus, mais quand on veut vraiment enseigner le droit international, on peut. En tout cas, moi, j'ai pu. Et je ne suis pas le seul. Et il y a des carrières qui tirent à leur fin maintenant. Nos universités sont peuplées de professeurs qui avancent en âge et ils ont besoin de relève, justement. Alors, si vous voulez devenir professeur de droit national, je vous encourage. C'est la plus belle profession. Une profession de liberté, une profession qui vous permet de faire un tas de trucs intéressants, de la politique même, de la politique. Je crois que vous devriez, pour ceux et celles qui voudraient faire de l'enseignement du droit national, vous préparer maintenant. Et vous préparer pour faire de l'enseignement du droit national ou de la recherche, c'est bien sûr étudier et faire ses études de maîtrise et de doctorat parce qu'il faut avoir des diplômes, des diplômes au niveau le plus élevé maintenant pour avoir un poste dans une université ici ou ailleurs dans le monde. Mais je vous encourage à le faire. Nous avons besoin de bons professeurs de droit national, de bonnes professeurs de droit national, on a besoin de relève et n'hésitez pas. On peut pratiquer le droit international. C'est vrai qu'on pratique davantage le droit international dans des grandes capitales comme Washington, comme Genève, où se trouvent des grandes organisations internationales. Mais on le fait ici un peu à Montréal. Il y a l'OACI, puis il y a une pratique de droit aérien international. Et il y a des cabinets qui font du droit international du commerce, qui plaident des causes devant des groupes spéciaux de la LINA ou qui représentent des clients devant l'organe de règlement des différends de l'OMC. Il faut connaître les cabinets, il faut connaître les avocats et les avocates qui pratiquent le droit national. Comme de mes anciens étudiants et étudiantes, il faut faire le barreau de New York pour pouvoir entrer dans un cabinet d'avocats à New York ou travailler à Washington, où il se fait davantage de droit national dans les grands cabinets, ou parfois dans les petits cabinets, où il est question de pratique des droits fondamentaux même. Mais s'il y en a qui veulent pratiquer le droit international, sachez qu'il y a des possibilités, des ouvertures, mais c'est une question de volonté et peut-être de formation, mais il ne faut pas nécessairement avoir un doctorat pour avoir un poste dans un bureau d'avocat. Mais je vous dirais que c'est quand même un avantage. Qu'en est-il si on veut travailler dans la fonction publique nationale et internationale pour faire du droit international? Encore là, il ne faut pas penser que c'est inaccessible. Au Québec, on a un ministère des Relations internationales. Il y a quelques juristes qui travaillent dans ce ministère. L'ancien jurisconsulte de ce ministère, c'est mon ancien étudiant Éric Théroux. Et je suis très fier de lui. Il a fait du travail sérieux. Il a rendu il a donné de l'importance au droit national dans la vie du ministère des Relations internationales du Québec. Bien sûr que là où on fait davantage de droit international, c'est au ministère des Affaires étrangères et du Commerce international du Canada, où on peut devenir agent du service extérieur et les juristes sont nombreux dans ce ministère et ont l'occasion d'ailleurs de faire du droit international dans les ambassades, les consulats où ils travaillent, en commençant par être le troisième secrétaire jusqu'à ce qu'ils deviennent ambassadeurs ou ambassadrices. Mais il y a des séjours dans des organisations internationales, souvent prévus pour des agents du service extérieur, à l'ONU ou à l'OCDE à Paris ou ailleurs. Donc, c'est aussi quelque chose que vous pourriez envisager du travail dans la fonction publique nationale. Il y a parfois des stages dans ces ministères, alors vous pourriez envisager de faire des stages et voir si c'est quelque chose qui vous intéresse. La vie est un peu compliquée quand on est un diplomate au plan personnel et familial, mais même les ministères tendent à chercher à favoriser le regroupement familial, puis à aider les conjointes à avoir des emplois lorsque on travaille par exemple à l'étranger. Il y a aussi une possibilité de travailler dans la fonction publique internationale, à l'ONU, dans les autres institutions, à l'Union européenne, pour ceux qui sont
notamment citoyens de l'Union européenne. C'est vrai que dans les États développés, les quotas sont souvent atteints, puis que c'est difficile d'avoir accès par des voies officielles et normales. C'est vrai aussi que parfois les nationaux qui occupent des fonctions dans les organisations internationales émanent des ministères des Affaires étrangères des pays. Mais encore là, je peux vous dire d'expérience, plusieurs de mes anciens étudiants ont mis un pied dans la boîte en y faisant un stage, que ce soit au commissariat des réfugiés ou à l'Organisation nationale du travail, et y travaillent maintenant, ou à l'OMC, à l'Organisation du mondial commerce, où il y a un de mes anciens étudiants qui est maintenant un des avocats à la direction des affaires juridiques de l'OMC. Et donc, c'est aussi quelque chose qui peut être envisagé. Alors, faites votre place. Soyez ambitieux, soyez persévérants, persévérantes. Si vous voulez faire partie d'une fonction publique internationale, dites-vous que c'est l'objectif à atteindre et faites ce qui est nécessaire pour l'atteindre. Je pense que je vous ai déjà raconté l'histoire de mon ancienne étudiante, comment s'appelait-elle? Boudreau, Lisette Boudreau, qui était venue dans mon bureau quand elle était étudiante. En deuxième année, elle m'a dit, moi, je veux être une déléguée du comité international de la Croix-Rouge. Alors là, je lui ai dit, Lisette, malheureusement impossible, il n'y a que des Suisses qui peuvent devenir délégués internationaux du comité international de la Croix-Rouge. Elle m'a dit, c'est pas vrai, c'est pas possible. En tout cas, si c'est vrai, je serai la première non-suisse à devenir déléguée internationale du comité international de la Croix-Rouge. Et elle l'est devenue, tellement elle avait de volonté, puis elle voulait réussir ce projet. Alors peut-être voudriez-vous suivre son exemple et faire votre place dans une organisation internationale. Si, bien sûr, la vie internationale, la vie de la communauté internationale, la vie de l'humanité vous intéresse, si bien sûr aussi le droit international vous a intéressé pendant ce trimestre et continuera de vous intéresser. En tout cas, j'espère y avoir contribué un tout petit peu. Je suis aussi prêt à vous accueillir dans mes salles de cours le trimestre prochain, dans mon cours de droit national des droits constitutionnels et droits fondamentaux. Et je crois que mon objectif était de partager ma passion pour le droit national, mon intérêt, vous démontrer son actualité, parce que le droit international touche à tout, sauf une chose. Et je vous lis un passage d'un ouvrage d'un romancier estonien qui a commis il y a quelques années, c'est mon ami Éric David, le professeur de l'Université de Bruxelles, qui m'avait fait connaître ce roman, cette vie romancée de M. Mertens, un grand internationaliste qui travaillait à la cour du tsar Nicolas, et qui a dit que le droit international touchait à tout, sauf à une chose. Et je vous lis un extrait de ce roman de Jan Cross, Le départ du professeur Martens, publié à Paris aux éditions Robert Laffont. Et je le cite, et je termine le cours de cette façon. Puis, les empereurs s'avancent l'un vers l'autre. Le petit garçon de 40 ans, gauche et barbichu, et le quinquagénaire matois, bouffon et stupide, aux yeux globuleux, aux moustaches en croc, aux bras infirmes, ils échangent une triple accolade, une triple étreinte, un triple baiser. Des baisers, il en existe de toutes sortes. Baiser de salutation, baiser de paix, osculus paci, sauf erreur, baiser de fiançailles, baiser de Judas, baisement de la pantoufle. C'est cocasse, mais je n'ai pas à me poser la question. Le droit international ne classifie pas les baisers. J'espère que nos chemins se croiseront encore et je vous souhaite une belle et longue vie professionnelle. Au revoir.